Bienvenue à Planète Terre. Cette semaine, on va d'abord au Kentucky, où les électeurs républicains ont choisi leur candidat pour le Sénat, et c'est un candidat qui fait beaucoup jaser compte tenu de ses positions, notamment sur la discrimination raciale. On va en parler avec Pierre Martin, notre spécialiste d'affaires américaines et politologue. Ensuite, nous allons explorer le nouveau métier d'éco-conseiller. Qu'est-ce que ça fait dans la vie? Ça fait en sorte que les projets de développement soient respectueux de l'environnement, de l'écologie, mais pas seulement de l'écologie naturelle, mais de l'écologie humaine. Claude Villeneuve est une des personnes les plus engagées dans la formation de ces futurs éco-conseillers. Il va nous expliquer de quoi il en retourne. Finalement, Martial Foucault a lu pour nous le livre de l'économiste qui monte, Esther Duflo. Le développement humain, c'est le titre de son dernier ouvrage, où elle tente de donner des recettes pour faire en sorte que l'investissement dans le développement au Sud donne de meilleurs rendements. Alors, il va nous en parler, mais après la pause, du rififi au Kentucky. Nous sommes de retour. Pourquoi parle-t-on toujours d'élections aux États-Unis et qu'est-ce qui se passe au printemps 2010 pour que, encore une fois, il y ait dans les manchettes américaines des gens qui gagnent ou perdent les élections et que ça ait une incidence sur la popularité de l'administration Obama. Pour nous éclairer sur ce sujet, Pierre Martin, merci d'être avec nous, Pierre. Bonjour. Pierre, vous dirigez la chaire d'études politiques et économiques américaines. Vous êtes professeur à l'Université de Montréal en sciences politiques. Parmi vos derniers écrits, Désunis dans l'adversité, les consommateurs américains et le conflit du bois d'œuvre entre le Canada et les États-Unis. Vous avez écrit ça avec David Descoteaux. C'est dans la revue de nos collègues de Laval, Études internationales. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des élections au printemps 2010 aux États-Unis? Il y a toujours des élections aux États-Unis, à quelque part, à un moment ou à un autre. Et comme on a une demi-douzaine de canaux de nouvelles en direct qui se cherchent de quoi parler, il faut qu'on en parle. Mais c'est surtout tout le jeu et en fonction de l'élection de novembre 2010, on cherche à savoir, à lire dans les feuilles de thé, là, si vous voulez, les signes qui permettraient de voir si le président Obama va perdre sa majorité au Congrès, la majorité démocrate, ou si il pourra continuer à compter sur une majorité ne serait-ce que plus faible. Le président est élu pour 4 ans, mais là, tous les 2 ans, il y a des élections législatives, la totalité des députés à la Chambre des représentants et le tiers des sénateurs. Donc, à tous les 2 ans, ce qui fait qu'en novembre prochain. Ah, mais c'est novembre prochain! Oui, mais pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant? Mais en prévision des élections législatives, dans la plupart des États, il y a des élections primaires, donc où on sélectionne les candidats à l'intérieur de chaque parti qui se feront face. Et donc, c'est contrairement à ce qui se passe chez nous, où les candidats sont choisis soit par l'intervention divine du leadership des partis ou par un petit nombre de militants de la base à l'intérieur de chaque comté. Aux États-Unis, dans plusieurs États, on a une élection primaire où on doit se présenter devant l'électorat qui s'est enregistré ou s'est inscrit sur les listes électorales comme membre d'un parti ou de l'autre. Donc, ce qu'on ne fait pas ici, on ne connaît pas ça, mais là-bas, on s'inscrit comme républicain, démocrate ou indépendant. Encore là, c'est ça. Il y a même d'autres distinctions. On peut avoir des primaires fermées où il n'y a que les électeurs qui se sont inscrits pour un parti qui peuvent voter pour ce parti-là. On peut avoir des primaires ouvertes, où il n'y a que les électeurs qui se sont inscrits soit pour le parti ou indépendants, et dans certains cas même des primaires ouvertes où les électeurs de tous les partis peuvent voter dans n'importe quel parti, mais dans un seul. Dans un seul. Donc, il faut choisir. Si un démocrate décide de choisir à la primaire républicaine, il ne peut pas revenir voter à la primaire démocrate. C'est ça. Ce qu'on a vu, donc, il y a quelques jours, c'était un certain nombre de primaires qui avaient un intérêt particulier. Il n'y en a pas eu énormément, mais on leur a accordé un intérêt particulier parce qu'on y a vu des signes nets sur ce qui pourrait se passer en novembre. Et aussi, en plus de ces primaires-là, il faut le souligner, il y avait ce qu'on appelle aux États-Unis une élection spéciale. On appelle ça chez nous une élection partielle pour remplacer le membre du Congrès du 12e district de Pennsylvanie, Tom Murtaugh, qui était là depuis toujours. Et intéressant parce que dans ce cas-là, on avait un comté ou un district tenu par les démocrates, mais un district qui avait voté McCain.
Qui avait voté McCain, le candidat républicain à la présidentielle. Donc, on y accordait quand même une attention particulière. Il aurait pu être prenable par les républicains. Exactement. Mais c'est les démocrates qui ont gagné. Les démocrates ont gagné. Okay. Mais ce n'était pas entièrement surprenant. Mais encore une fois, il y a eu un grand soupir de soulagement à la Maison-Blanche et dans les offices démocrates. Alors, au sein du Parti républicain, il se passe des choses. Il y a, dans ces primaires, des candidats soutenus par ce qu'on appelle le Tea Party, qui est un mouvement populiste pour un plus petit gouvernement. Et ces candidats-là, en certains cas, sont en train de déloger des candidats plus institutionnels et de devenir les candidats officiels des républicains. Il y a un cas dont on a beaucoup parlé au Kentucky, c'est celui de Rand Paul. C'est le fils de Ron Paul qui était candidat, lui, à la présidentielle. Alors, pourquoi est-ce que le cas de Rand Paul est intéressant? Bien, d'abord, Rand Paul se présentait contre un candidat qui était appuyé par l'establishment du Parti républicain, donc l'autre sénateur républicain du Kentucky. Le leader des républicains à la Chambre, au Sénat, donc le sénateur McConnell, qui est un très haut gradé parmi les sénateurs républicains, avait accordé son appui à l'adversaire de Rand Paul, qui était un républicain de la vieille garde, beaucoup plus typique de ce qu'on retrouve comme mélange d'idéologie et de pragmatisme. Rand Paul se présente, se réclame de ce Tea Party, un mouvement très populiste, idéologiquement assez orienté, conservateur, libertarien à plusieurs égards. Son père, d'ailleurs, Ron Paul, est un libertarien notoire. Pierre, vous êtes politologue. Alors, Rand Paul, père et fils, les Paul sont libertariens. Quelle est la différence entre un libertarien et un conservateur? C'est-à-dire que les conservateurs s'opposent à l'intervention gouvernementale dans le champ de l'économie. On peut être conservateur sur le plan économique et relativement libéral sur le plan social. C'est ce que sont les libertaires. Les libertaires s'opposent à l'intervention de l'État dans l'économie, mais s'opposent aussi à l'intervention de l'État dans la vie privée. Donc, sur les questions l'État ne devrait d'avortement, pas, sur l'avortement, sur le mariage gay, exactement, sur les questions qui ont trait à la vie privée, l'État ne devrait pas, en principe, intervenir. Bon. Mais là, Rand Paul a fait un pas de plus en disant que, en tout cas philosophiquement, l'État devait respecter la propriété privée jusqu'à quoi? C'est-à-dire que Rand Paul a un parcours intéressant. Il est libertarien, mais il a pris certaines positions qui s'opposent à ce que les libertariens normalement appuient. Par exemple, il s'est, de façon assez pragmatique, pour quelqu'un qui se présente pour le parti plus conservateur, il s'est prononcé contre l'avortement, mais surtout pour l'intervention de l'État pour le restreindre. Il s'est prononcé également pour l'intervention militaire en Irak et en Afghanistan, ce que plusieurs libertariens, ce à quoi ils s'opposent, qui les place un peu en porte-à-faux avec le Parti républicain. Il y a donc beaucoup d'enjeux comme ça, mais surtout, il a été questionné sur le Civil Rights Act, donc la loi des droits civiques qui a été adoptée en 1964 et qui aujourd'hui est vraiment acceptée par tous. Et c'est un peu une nouvelle... C'est la loi qui interdit la discrimination contre les Noirs. Voilà. On interdit la discrimination et la loi interdit donc la discrimination à la fois dans les lieux publics et dans les lieux privés. Donc, une distinction, c'est que pendant longtemps, aux États-Unis, on s'était réfugié derrière une vision très étroite de la Constitution pour admettre la discrimination privée, même si on interdisait la discrimination publique. Ça veut dire qu'un par exemple, un propriétaire de cinéma, d'hôtel, de restaurant, pouvait dire, l'État n'a pas à me dire comment gérer mon entreprise. J'admets dans mon entreprise qui je veux. Seulement des Blancs ou seulement des Noirs. Je suis propriétaire, je fais ce que je veux. Exactement. Et Rand Paul s'insère dans ce débat-là en disant moi, je suis contre l'intervention de l'État dans les affaires des entreprises privées, même si, encore une fois, on se met beaucoup de maquillage quand on fait ce genre de déclaration. Je ne suis pas raciste moi-même, je suis contre le racisme public dans toutes ses formes.
je ne serais jamais membre d'un club qui accepterait des gens qui refuserait des Noirs. Je pensais plutôt qui accepterait des gens comme moi, mais c'était pas c'était Groucho Marx. Il reste que il a fait ces déclarations-là, puis là, on a posé la question directement. Et si vous aviez eu à voter en 1964, qu'auriez-vous fait? Et il disait, j'aurais été d'accord avec presque tout. Et je me serais prononcé, en tout cas, me serais objecté à cette disposition bien particulière. C'est ça, qui obligeait les entreprises privées ou les commerces d'accepter les Noirs. Alors, c'est quand même extraordinaire en ce moment, le président du Parti républicain est un Noir, Michael Steele. Et lui-même, récemment, Michael Steele avait dit à des Noirs qui lui demandaient pourquoi est-ce qu'on voterait républicain. Il avait dit, vous posez une bonne question, j'ai pas de bonne réponse. Comme si lui-même disait, je ne vois pas très bien ce que le Parti républicain fait pour... Alors, c'est sûr que c'est pas la base électorale du Parti républicain, les Noirs, mais ce genre de déclaration ne doit pas les aider. Exactement. Puis pour poursuivre avec Rand Paul, c'est que en l'interrogeant, on a découvert donc plusieurs éléments qui sont problématiques dans ses positions. Par exemple, il s'est dit, au nom de la résistance à l'intervention de l'État dans l'entreprise privée, opposé philosophiquement à ce genre d'interdiction de la discrimination. Par contre, il a dit plus tard qu'il accepte, un peu par pragmatisme politique. C'est un débat qui a eu lieu. Il ne veut pas qu'on renverse la loi de 64. Il l'accepte telle qu'elle. Mais il en a rajouté. Il a dit, il y a des contradictions philosophiques dans la loi. Par exemple, on interdit à un propriétaire d'entreprise de refuser l'accès à des gens sur des bases ethniques, religieuses ou raciales, mais on lui permet d'interdire l'accès à quelqu'un qui porte une arme. Dans son esprit, un droit qui est garanti par le 2e amendement de la Constitution américaine. Donc, il dit, il y a une contradiction fondamentale. Les gens pour qui porter une arme fait partie quasiment de leur identité, quasiment comme le comme religieuse, oui. Devraient avoir le droit de porter cette arme-là n'importe où ils veulent, et on ne devrait pas, en principe, discriminer contre eux sur cette base-là. Mais il y a des États où en ce moment, on peut porter une arme à peu près n'importe où. D'ailleurs, on a vu dans des assemblées du Tea Party des gens qui portent une arme dans des commerces. Ça varie d'un État à l'autre. Par contre, la loi fédérale permet à un établissement privé d'empêcher l'accès à des gens qui portent une arme. D'accord. OK? Et justement, Rand Paul souhaiterait qu'on amène ce genre de législation-là plus près du niveau local. D'accord. Pour diversifier, si vous voulez, les critères communautaires qui vont... Et là, évidemment, on est complètement à l'envers de ce qui est accepté comme étant le rôle du gouvernement fédéral aux États-Unis pour défendre les droits civiques depuis les années 60. Mais je ne doute pas que cette position, alors que sa position sur la capacité des entreprises privées de discriminer sur une base raciale ou autre, ses clients est très mal vu, mais la position chez les républicains en général de pouvoir porter son arme dans les commerces, il y a des preneurs, surtout au Certainement, sud. Mais là, on est en situation de primaire républicain. Ouais. Rappelez-vous là, qu'il faut plaire à un public restreint. On veut plaire aux militants du Parti républicain. C'est ça. Et c'est ça qui est tout l'intérêt de ces primaires. C'est que on a 2 phases électorales. Il y a une phase où on doit plaire à la frange, aux extrêmes. On doit plaire à ceux qui sont assez militants et assez idéologiquement orientés pour se déranger pour voter à une élection où presque personne ne va voter. Et ensuite, en novembre, là, il va falloir jouer le jeu de la politique. Ça, ce qui est intéressant, alors, c'est que le Tea Party... Dernière question, Pierre-Martin. Donc, Rand Paul, maintenant, est le candidat républicain au Sénat pour le Kentucky. Donc, il va s'opposer aux démocrates en novembre. Un des 2 va venir au Sénat. C'est un État traditionnellement républicain. Est-ce que le fait qu'il y ait une personnalité aussi controversée maintenant candidat pourrait faire en sorte que les républicains perdent cet État du Kentucky? C'est pas impossible. Donc, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Comme je viens de dire, en choisissant un partisan
idéologiquement très à droite, idéologiquement très marqué. Les républicains sont dans une situation de perdre le centre. Mm-hmm. Mais non seulement ça, mais étant donné que Rand Paul est un politicien plutôt novice qui peut faire des gaffes, a surfé sur la vague du Tea Party, mais il a aussi pris des positions qui ne sont pas acceptables d'un point de vue purement libertarien. Et alors, ce qui fait que les libertariens sont en train de présenter un candidat contre lui. À sa droite. À sa droite. Alors, il pourrait perdre à la fois le centre et la droite. C'est ce qui ouvrirait la porte au candidat. Et sa position sur l'avortement aussi, il y a plusieurs républicains qui ne veulent pas voter pour un candidat qui est pour le droit à l'avortement. Donc, c'est-à-dire que même si les républicains comptent sur une base très opposée à l'avortement, ils savent très bien qu'il y a un consensus qui s'est établi dans la société américaine selon lequel cette question est plus ou moins réglée. Et on est mieux de la laisser telle qu'elle. Et plus le débat s'enflamme sur ce genre de questions-là, plus les républicains se polarisent et s'éloignent du centre dont ils ont besoin pour gagner des élections. Qu'est-ce que vous avez choisi, Pierre, comme plage musicale pour accompagner notre propos? Alors, je savais qu'il serait beaucoup question du Kentucky et j'ai choisi la chanson Bluegrass officielle de l'État du Kentucky, qui est Blue Moon of Kentucky, qui a été composé par un chanteur country des années 40, mais chanté ici par Ray Charles, que tout le monde aime bien chez nous. Excellent. Alors, merci beaucoup, Pierre-Martin, pour ces explications. Et nous écoutons, grâce à vous, Ray Charles interpréter Blue Moon of Kentucky. A blue moon of Kentucky, keep on a shining, shining, shine on the one that's gone and left me blue. Blue moon of Kentucky, keep on a shining, shine on the one that's gone, left me blue. Well, it was on one moonlit night, stars shining by, whispered on high. Nous sommes de retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cérium, Jean-François Lisée à l'antenne, avec deux invités et nous allons discuter de la professionnalisation du développement durable. Alors, un terme qui se prête à beaucoup d'interprétations et lorsqu'on l'applique dans le réel, lorsqu'on est un éco-conseiller, qu'est-ce qu'on est exactement? Notre invité pour en parler, Claude Villeneuve, merci beaucoup d'être avec nous. Claude Villeneuve, vous êtes biologiste, professeur au département des sciences fondamentales de l'Université du Québec à Chicoutimi et vous dirigez le programme d'études supérieures en éco-conseil et vous êtes l'invité du CEDRI, le Centre de développement de la recherche internationale en environnement que dirige mon collègue Pierre-André. Pierre, merci d'être encore avec nous. Enchanté. Alors, Pierre-André, vous êtes donc géographe et vous dirigez le CEDRI. Développement durable, c'est un concept qu'on a beaucoup entendu, qui a maintenant à peu près 30 ans, n'est-ce pas? Et qui est utilisé parfois pour faire ce qu'on appelle du greenwashing, c'est-à-dire qu'on met développement durable sur à peu près n'importe quoi pour faire semblant qu'on est vert, mais qui a une réalité et qui a un développement dans la façon dont on l'appréhende. Alors, vous êtes un expert de ça, Claude Villeneuve. Dites-nous d'abord, quel est le bon usage du concept de développement durable d'après vous, d'après votre lecture des choses? Est-ce que vous enseignez? Qu'est-ce que c'est pour vous? Bien, d'abord, la première chose qui va peut-être vous surprendre, c'est qu'il faut admettre que le développement durable, ça n'existe pas. Bon, le développement durable, c'est une hypothèse sur les éléments qu'il faut changer dans nos façons de faire pour être capable d'avoir un monde, disons-le, plus juste, plus vert, plus solidaire, plus vivable pour les humains, dans le respect des équilibres planétaires. OK. Alors, ça dépasse l'environnement. Les équilibres... Oui, l'environnement n'est qu'une des dimensions, et même dans certains cas, hier, j'étais avec le ministère de la Santé, et le ministère de la Santé se confessait presque d'avoir analysé dans ma grille de développement durable leur devenir, leur plan, etc. Il disait, mais on n'a presque rien en environnement, ça n'a aucune importance. Il dit, votre mandat dans le développement durable, c'est la santé et la qualité de vie des gens. Okay? Alors, venez pas me dire que vous allez préserver des bactéries pour faire des infections nosocomiales sous prétexte que c'est de la biodiversité. D'accord. Bon, alors, à quelque part, le développement durable, c'est une façon de voir les choses
Ça évolue avec le temps. Une façon d'organiser son activité. Et c'est un processus. Et c'est un processus qui ne peut pas se faire par une personne, qui ne peut pas se faire par un groupe unique d'intervenants. C'est un processus de transformation, d'abord de nos représentations. Donc, il faut élargir nos représentations. Le premier élargissement qu'on a demandé, ça a été l'élargissement d'accepter que l'environnement était une contrainte de laquelle il fallait tenir compte. Moi, j'ai été diplômé dans les années 70 et à cette époque-là, il fallait être plus qu'un missionnaire pour parler d'environnement. Okay? C'était la pollution, ça sortait pas en ppm, en parties par million, ça sortait en TPM, en tonnes par minute. Okay? Mais donc, c'est quand même la source. On est parti, au départ, il s'appuie sur le contrôle de la pollution, le respect de l'environnement, oui. Et ensuite, c'est développé à d'autres aspects. Mais il faut voir déjà que la notion de développement vient du refus d'un État qui est celui de la société agricole, pour aller vers un État qu'on pensait meilleur, qui est celui de la société industrielle. Oui. Donc, on a conçu le développement comme un processus qui va d'un point A à un point B, qui est supposé être le niveau, à l'époque, américain, qui était souhaitable. Et on s'est rendu compte, au bout des 30 Glorieuses, que le développement était en train de nous, de la manière dont il se faisait, quand on le faisait sans jamais tenir compte de l'environnement, était en train de nous tuer. Les 30 Glorieuses étant les années 45 à 73, grossièrement. Avec énormément d'augmentation de la production industrielle partout dans le monde. Et avec aussi le modèle keynésien qui faisait que l'État venait soutenir le développement et la croissance tout le temps. Parce qu'auparavant, l'État était considéré comme différent de l'économie jusqu'à un certain point. Et avec les théories de Keynes, bien, on a dit, vous allez prendre la relève quand l'industrie a des baisses ou quoi que ce soit, vous allez investir vous aussi, vous allez stimuler la consommation, permettre aux gens d'avoir plus d'auto, plus de... Et ça, ben alors, donc ça c'est un choix sémantique important de dire développement durable, ça veut dire qu'on fait le choix, enfin peut-être qu'on n'a pas le choix, mais en tout cas on admet que on veut la poursuite de la modification de la façon dont on a un rapport avec les choses, avec la matière, etc., parce qu'on va constamment se développer. D'autres diraient, ben non, il faut arrêter le développement, il faut simplement devenir en l'état, cessons la croissance, comme disait le Club de Rome. Oui. Ben, en fait, cessons la croissance, en tout cas la croissance telle qu'elle était conçue, c'est-à-dire une croissance uniquement en termes économiques. Parce qu'il faut comprendre que croissance et développement, c'est deux phénomènes qui ne doivent pas être confondus. Ils peuvent être, et c'est le biologiste qui parle, ils peuvent être tout à fait la conséquence l'un de l'autre. Par exemple, à partir d'un œuf fécondé, vous allez développer un embryon, vous allez développer un individu. Bien, il ne faut pas que toutes les parties croissent à la même vitesse, il ne faut pas que toutes les cellules se développent à la même vitesse pour ça. Donc, il y a une croissance qui se fait, et jusqu'à l'âge adulte, croissance est un symptôme du développement. Si on se développe bien, on grandit. Arrivé à l'âge adulte, ben moi, quand je vois que mon poids augmente, c'est pas de la croissance, c'est de l'excroissance. D'accord. Okay? Donc, cette espèce de modification de la perspective où on dit, attention, la croissance qui du passage, si on veut, d'une pauvreté à une aisance relative ou d'une insécurité complète vers une sécurité relative qui permet de mieux satisfaire aux besoins humains, ben cette croissance-là, elle est nécessaire. Donc, il est préférable de dire développement durable que croissance durable. Absolument. Croissance durable, c'est pas possible. D'accord. C'est pas possible. Mais le développement est toujours possible. Par exemple, j'ai pas cessé de me développer à partir de l'âge de 16 ans où j'ai cessé de grandir. Heureusement que j'ai pas cessé de me développer. Très bien. Puis heureusement que j'ai cessé de grandir. Pierre-André, on dit parfois que ce concept de développement durable, il est anthropocentré. C'est-à-dire que c'est l'homme par rapport à la nature et que donc il est fautif parce qu'on est au centre du jeu, mais est-ce qu'on peut être ailleurs qu'au centre du jeu? Et par ailleurs, certains disent, ben voyez, quand on a voulu faire des aires protégées, protéger des humains, on a extrait les humains d'un lieu où ils devraient être présents parce qu'ils font partie de la nature. Alors pour ma part, c'est clair, c'est un concept anthropocentrique.
le développement durable. Et c'est problématique ou non? Pour ma part, c'est ça, on verra. Claude réagit. Pour une très bonne raison, c'est que, dans le fond, la nature se régule par elle-même. Okay? Elle n'a pas besoin de l'humain pour se réguler et elle n'a ni éthique ni projet. Okay? Et c'est nous qui avons une éthique, c'est nous qui avons des projets et c'est nous qui doit se réguler comme espèce vis-à-vis de la nature. Okay. Et ça, c'est un changement de perspective qui est absolument indispensable. Le problème n'est pas la gestion des ressources naturelles. Le problème, c'est la gestion des appétits de ceux qui veulent s'emparer des ressources naturelles, des façons de faire de ceux qui veulent s'emparer des ressources naturelles. Mais même plus que ça, c'est la gestion aussi de la conception culturelle qu'on a vis-à-vis de ce qui nous entoure. Alors, parlons des gens que vous formez, parce que vous dites, c'est complexe. Pour les futurs professionnels, donc les gens qui agissent au niveau local pour des projets de développement durable ou l'insertion de cette vision dans le développement local, vous dites une formation centrée uniquement sur les sciences de la nature est insuffisante. Ouais. Une formation centrée sur l'efficacité économique ne permet pas d'intégrer les aspects sociaux. Une formation en éthique sera lacunaire. Une formation en silo ne convient pas. Et là, on se dit, on leur demande beaucoup de choses, et vous dites, nous ne sommes plus au Moyen-Âge, et il n'est plus possible de former des génies ayant maîtrisé tous les savoirs qui sont les nôtres aujourd'hui. Hein, les encyclopédistes, à l'époque, ils pouvaient tout savoir ce qu'on savait, parce qu'on savait ou ce qu'on pensait savoir. Alors, comment faites-vous pour former ces éco-conseillers? Ça vient en Europe depuis 88, et chez vous, à l'Université du Québec, à Chicoutimi, depuis 2002. En fait, la première chose que je demande à mes étudiants, c'est de considérer qu'ils sont des ignorants instruits et qu'ils doivent d'abord mettre sur la table leur ignorance avant de mettre leur connaissance. Et c'est ce que j'essaie de faire moi aussi. Okay? Donc, une vieille pensée de Pierre Dansereau qui disait à ses étudiants, « Il y a peu de chances que vous appreniez quelque chose de moi si vous ne m'apprenez rien. » Alors, à quelque part, cet échange, je dirais, de questionnement, est une première étape. Alors que des formations traditionnelles disciplinaires nous amènent à toujours avoir des connaissances plus pointues, d'être toujours sélectionné parce qu'on est le meilleur, parce qu'on est le plus performant. Là, on arrive avec une bande de personnes qui sont recrutées pour être différentes. Déjà, le recrutement se fait par une sélection d'expériences et de formation. Recrutés pour être différentes. Oui, ils doivent être différentes le plus possible. Donc, si... Les uns par rapport aux autres. Les uns par rapport aux autres. D'accord. J'ai 3 biologistes sur 16 au maximum. Okay. Alors, ces 3 biologistes-là, je vais choisir de préférence quelqu'un qui va avoir peut-être 45 ans, une expérience de travail, etc. Quelqu'un qui va sortir de l'université, mais qui va avoir voyagé dans la forêt tropicale. Et puis, quelqu'un qui va avoir une formation plus, disons, de biologie laboratoire ou quelque chose comme ça. Donc, je vais essayer d'avoir la plus vaste diversité possible de gens au point de départ. Ce qui fait que ils ne peuvent jamais être en compétition les uns avec les autres. Ensuite, de cette diversité-là, on va faire ressortir la richesse. Donc, les gens doivent toujours travailler en équipe. Et ils doivent travailler dans des équipes. Tous les travaux sont organisés de manière à ce qu'ils soient obligés, durant l'année de formation, d'avoir travaillé avec tous les autres collègues. Ils doivent développer un esprit de corps. Ils doivent aussi s'intégrer dans un réseau existant de tous les anciens diplômés, y compris les diplômés européens. Parce que l'éco-conseiller ne peut pas avoir la prétention de savoir. Et il y a un moment où, dans un des textes récents, vous définissez ça, vous le définissez aussi par le négatif. Un éco-conseiller n'est pas un militant de l'environnement, il n'est pas non plus un économiste du développement durable, ni un syndicaliste des régions. Ouais. Alors, une fois qu'il est diplômé, il est embauché par une municipalité, une communauté, une compagnie, etc. Quel est son travail face au projet? Bien, le premier élément de éco-conseiller, ce n'est pas écologie ni économie, c'est écoute. Le éco, c'est pour écoute. L'éco-conseiller, c'est quelqu'un qui a 2 oreilles et qui essaie de comprendre d'abord les besoins. Et ça, comprendre les besoins, c'est pas simple. Parce que les gens vont dire, j'ai besoin d'une voiture. Mais non. Tu as besoin de mobilité. Si tu as une voiture que ça te permet d'assurer ta mobilité en région parce qu'il n'y a pas d'alternative, c'est une chose. Ça peut être le meilleur moyen.
mais ce n'est pas la façon de satisfaire le besoin qui est la meilleure, la plus optimale. Donc, dès qu'on a compris que les gens ont besoin de mobilité, on peut leur offrir un cocktail de solutions qui vont possiblement avoir beaucoup moins d'impact économique et écologique que si on leur offre chacun une voiture. C'est un exemple. Mais comprendre quels sont les vrais besoins. Les gens vont dire, j'ai besoin d'une arme à la maison parce que je me sens en insécurité. Ils n'ont pas besoin d'une arme à la maison, ils ont besoin de sécurité. Ils ont besoin d'être assurés sur quelque chose. C'est tout ça qu'il faut apprendre à décoder. Donc, faire du judo intellectuel. C'est extrêmement vaste, là, ce que vous me dites. Donnez-moi des exemples de mandats qu'ont les éco-conseillers. Qui les embauche? Oh, il y a toutes sortes de gens qui les embauchent. Ça va de Desjardins, où il y en a qui travaillent au niveau de la haute direction comme conseiller à la gouvernance, jusque dans la même organisation, les gens qui vont organiser des événements éco-responsables. Ça va dans des grandes entreprises comme Rio Tinto Alcan, par exemple, où l'éco-conseiller est responsable nord-américain pour la gestion des gaz à effet de serre pour l'ensemble des usines. Parce qu'il y a des aspects politiques, il y a des aspects scientifiques, il y a des aspects où les gens... L'éco-conseiller ayant eu à se coltailler dans sa formation avec toutes sortes d'autres formations, l'expression de André Beauchamp, c'est qu'il devient un nomade polyglotte. Okay? Donc, quelqu'un qui peut se mettre à la place de ce qu'il étudie pour mieux comprendre les raisons pour lesquelles les gens agissent comme ça. Parce que, comme je leur dis, il y a très peu de monde qui se lève le matin en disant « Chérie, je m'en vais polluer la planète puis fourrer le peuple. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Oui. Mais généralement, c'est pas comme ça qu'ils rationalisent ou qu'ils le verbalisent. C'est un élément secondaire. Pierre-André, on est vraiment dans l'interdisciplinarité. Là. On a des gens qui, un peu comme en géographie, il y a la géographie humaine, il y a la géographie des matériaux, il y a des gens qui travaillent avec vous ici au département à l'Université de Montréal qui sont très pointus ou d'autres qui sont plus généralistes. Mais comment voyez-vous ça, vous, cette formation générale d'un éco-conseiller, puis comment ça se passe ici à l'Université de Montréal? Oui, commençons d'abord par le département de géographie. C'est vrai qu'au département, on a la géographie humaine, la géographie physique et les techniques, mais on a créé notre programme de formation un programme plutôt environnemental. Donc, c'est un baccalauréat en géographie environnementale qui va chercher la relation entre la géographie humaine et la géographie physique. Donc, c'est par l'environnement et les idées de développement durable qu'on réussit à se faire ce rapprochement. C'est un rapprochement aussi qui se fait par les outils techniques comme la télédétection, les systèmes d'information géographique. Donc, on va de plus en plus vers une formation, je dirais, polyvalente. Par ailleurs, on a à l'université le DESS en environnement et développement durable. Le DESS, c'est le diplôme d'études supérieures spécialisé en environnement et développement durable. C'est un peu le même niveau que le DESS en éco-conseiller de Chicoutimi, avec un profil d'étudiants assez semblable. Et je veux revenir sur cette question-là, c'est intéressant. Dans un groupe d'admis, on va se retrouver avec des gens de 3 ou 4 continents, on va se retrouver avec des retraités et de jeunes finissants d'un programme de baccalauréat, des gens qui sont déjà sur le marché du travail. Donc, on se retrouve avec une richesse incroyable. On est capable d'animer des discussions qui sont extrêmement riches et qui contribuent mutuellement à une formation plus large, je dirais, que si on a des groupes homogènes. Mais on a toujours la même question. La question, c'est, quand mettons, je suis géographe, je viens dans votre DESS, quelle sera la valeur ajoutée? Est-ce que je vais être un spécialiste du développement durable? Est-ce que je vais être un généraliste? Si j'ai une formation totalement déconnectée de ce que pourrait être l'environnement, comme la littérature, si je fais le DESS, est-ce que j'ai les compétences pour œuvrer? Donc, je retournerai une question à Claude Villeneuve. J'aimerais ça savoir comment il voit le lien entre spécialiste et généraliste dans l'idée du développement durable. Merci de me poser cette question-là parce qu'elle est fondamentale. Le développement durable, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'existe pas. Donc, le spécialiste n'a pas vraiment sa raison d'être. On ne va pas faire l'exégèse de quelque chose qui n'existe pas, en tout cas pas au département des sciences fondamentales. Et qu'est-ce que l'éco-conseiller a de plus que le diplômé en biologie ou le diplômé en beaux-arts? Eh bien, c'est que c'est quelqu'un qui possède des savoir-faire
Et ces savoir-faire-là lui permettent de mettre à contribution les spécialités des autres pour résoudre un problème. La complexité ne prend le problème complexe ne prend sa vraie dimension que lorsqu'il est éclairé par plusieurs regards, plusieurs spécialités. Ouais. Or, c'est extrêmement difficile de rassembler plusieurs experts s'il n'y a pas quelqu'un qui les amène, qui possède les bases du langage. Qui peut faire la synthèse, qui peut faire l'interface. Et qui peut appeler le spécialiste quand c'est le temps du spécialiste. Moi, je dis toujours, vous ne serez pas biologiste en sortant d'éco-conseil, mais vous allez savoir quand c'est le temps d'appeler le biologiste, plutôt que d'essayer de tout garder entre ingénieurs. Et je vous dirais que parmi les équipes les plus fortes que je vois, c'est les ingénieurs et les diplômés en art. En art? En art. Eux le verbalisent de la façon suivante, c'est que les ingénieurs pensent que les artistes ne sont pas rigoureux, les artistes pensent que les ingénieurs ne sont pas créatifs, et en travaillant ensemble, ils découvrent l'un et l'autre que l'artiste peut être extrêmement rigoureux et que l'ingénieur peut être extrêmement créatif. Et ça fait des choses extraordinaires. Je vous donne un exemple de quelqu'un qui avait un baccalauréat en art, qui a fait éco-conseil, qui aujourd'hui se trouve à être au Bureau de normalisation du Québec. Qu'est-ce que ça fait, le Bureau de normalisation? Bien, le Bureau de normalisation fait des normes, c'est-à-dire qu'il va rassembler autour d'une table des acteurs pour qu'ils s'entendent sur ce qui convient d'appeler aujourd'hui une bonne pratique. Bon, par exemple, vous parliez de ISO. Cette norme ISO, c'est l'Association internationale de normalisation. Ils font une norme ISO 26000 qui va traiter de développement durable. Alors, les entreprises qui décident d'adhérer, ils intègrent dans leur processus de production des façons de produire de manière durable. De produire ou de gérer, parce qu'en fait, c'est pas juste la production, c'est aussi la gestion des humains là-dedans. La façon des règles éthiques qui sont là-dedans aussi. Une autre norme qui s'en vient, c'est une norme québécoise, BNQ 21000, qui est une norme qui, elle, traite de l'intégration aussi des concepts de développement durable, mais dans la petite et moyenne entreprise, et qui est inspirée de la norme la norme AFNOR 21000, qui a été développée en France. Bon, et ça, donc, mais c'est toujours du volontariat, les entreprises... C'est toujours volontaire. L'approche normative est une approche dans laquelle les gens ont un besoin et le bureau de normalisation applique des façons de faire pour leur permettre et l'entreprise qui décide, parce qu'on les voit affichés là, sur des usines, nous sommes à ISO 2000, ISO 20000, etc. Ça dépend du type de normes. Si vous êtes des normes de processus, des normes de procédés, des choses comme ça, c'est différent. Alors, eux ont besoin d'un éco-conseiller pour les aider à implanter ces normes. Ça peut être exactement le travail d'un éco-conseiller que d'aider à implanter des normes. Il y a d'autres types de professionnels qui peuvent aussi faire ça. Mais je vous donnais simplement le profil d'une personne qui est partie d'un diplôme en art et qui, avec le DES en éco-conseil, a pu aller faire ce travail-là. Donc, les gens deviennent des spécialistes de savoir-faire et parmi ces savoir-faire, ceux d'être capables d'aller chercher l'expertise puis de permettre à l'expertise de s'entendre, même s'ils partent de contextes très différents. Merci beaucoup, Claude Villeneuve. Merci beaucoup, Pierre-André, pour ces éclaircissements. Claude Villeneuve, vous avez pensé à une plage musicale pour clore notre discussion. Laquelle et pourquoi? Bien, c'est la chanson des métiers de Gilles Vigneault, parce que, à mon avis, c'est un magnifique message intergénérationnel et pacifiste. Alors, s'il l'écrivait aujourd'hui, peut-être parlerait-il dans sa liste de métiers d'un métier d'avenir, l'éco-conseiller? Peut-être. Alors, on écoute, grâce à vous, Gilles Vigneault, Les métiers. Le charpentier dit volontiers, rien de niveau sur ma planète, mais ça reste un métier honnête. Tu pourrais faire un charpentier, mais ne fais pas un militaire, car ce n'est pas un beau métier d'aller tuer des charpentiers de l'autre côté de la terre. Il vaut mieux perdre la guerre que d'aller au pas du pauvre soldat. Le jardinier dit volontiers, il a fait beau d'un jour... Nous sommes de retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cérium. Ici Jean-François Lisée. Nous terminons l'émission, comme nous le faisons souvent, par une recension d'un ouvrage qu'a lu pour nous et que veut nous recommander un chercheur cette semaine, Martial Foucault. Martial, merci d'être là. Bonjour. Martial, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal. Vous dirigez le réseau Économie internationale au Cérium et vous avez lu pour nous
Esther Duflo, le développement humain, dans la série Lutter contre la pauvreté. D'abord, parlez-nous d'Esther Duflo. Esther Duflo, c'est une économiste française qui a quitté la France à la fin des années 90 pour suivre une thèse au MIT. Et elle a connu un parcours exceptionnel. Elle est aujourd'hui donc professeure au MIT et elle est en charge des questions de développement avec une approche très singulière. C'est vraiment sa contribution qui consiste à mener des expériences, ce qu'on appelle des expérimentations randomisées, je reviendrai peut-être tout à l'heure, pour essayer d'évaluer plus finement l'impact des programmes des grandes organisations internationales comme la Banque mondiale pour lutter contre la pauvreté. Dans les pays du Sud. Dans les pays du Sud. Donc, elle a travaillé au Kenya, vous me disiez, Madagascar. Et en Inde, qui a été son premier terrain de recherche durant sa thèse. Bon, alors, donc, on sait que c'est la grande question qui est posée, des milliards de dollars qui sont consacrés au développement dans le Sud. Fonctionne-t-il vraiment? Il y a toutes sortes de problèmes qui sont posés, la corruption, l'adéquation des besoins et de l'offre. Donc, Esther Duflo apporte une nouvelle approche. Dites-vous, l'expérimentation, disons, aléatoire, en quoi est-ce que ça consiste? Alors, l'idée, d'ailleurs, peut-être juste pour terminer sur Esther Duflo, elle vient la semaine passée de recevoir la prestigieuse médaille Clark en économie qui récompense le meilleur économiste de moins de 40 ans. C'est la première fois que ce prix est attribué à une femme et la première fois qu'il est attribué à une femme française. Bon. Sans doute. Bravo Esther. C'est l'étape avant le prix Nobel. Donc pour une personne de moins de 40 ans, c'est assez impressionnant. Sa contribution et cet ouvrage en fait, il y a deux volumes. Moi, je pense que le premier volume mérite d'être lu en premier, comme toute situation où il y a deux volumes, mais surtout, c'est là où il y a la contribution la plus intéressante méthodologiquement. Esther Duflo a remarqué que, habituellement, lorsqu'on évalue les politiques de lutte contre la pauvreté, je prends un exemple, on décide de créer une école, on regarde, une fois que l'école est créée, quel impact a eu cette école sur le taux de scolarisation ou sur les connaissances acquises. Mais au fond, on ne regarde pas ceux qui n'ont pas eu l'école, est-ce qu'ils ont eu une trajectoire différente. Donc elle, ce qu'elle propose, c'est de s'inspirer des méthodes cliniques, d'évaluation des médicaments. Où il y a un groupe à qui on donne le médicament et l'autre groupe à qui on ne le donne pas. C'est quand même difficile pour l'éducation primaire et secondaire de dire qu'on prend un groupe. Nous, on ne va pas vous éduquer pendant 10 ans pour voir la différence avec ceux qu'on éduque. Ça pourrait être lu comme ça, c'est différent. C'est-à-dire que l'idée, c'est on va identifier deux groupes. C'est souvent sur des expériences quand même à grande échelle. Donc on prend deux groupes, on prend deux écoles. Il y a une école qui va recevoir le programme pendant un temps parfois très long. Il y a un travail notamment fait au Kenya qui a duré 18 mois. Et puis, une fois qu'on met ce programme dans ces écoles, on met de côté un autre groupe d'écoles qui va être le groupe témoin. Puis on va comparer la trajectoire. Mais dans le groupe qui reçoit l'aide publique, on va tirer au hasard certaines écoles. Ce qui est vraiment l'approche en termes, j'allais dire, d'évaluation des médicaments. C'est la même chose. On ne prend pas toute la population, on tire un échantillon. Et là, au hasard également, pour éviter toute prédisposition à des comportements. Et donc Esther Duflo l'a fait dans 3 grands domaines, sur les programmes de santé, les grandes campagnes de vaccination, les programmes d'éducation et les programmes de microcrédit. Et tout cela dans effectivement 3 pays, l'Inde, l'Afrique subsaharienne, notamment le Kenya, et puis Madagascar. Et en quoi est-ce que ce qu'elle constate est différent de ce qu'on constatait avant? Alors, exemple, même 2 exemples. Le premier, je reviens sur les questions des écoles. C'est très intéressant. Les objectifs du millénium définis par les Nations Unies avaient mis en avant qu'il y avait un certain nombre d'actions prioritaires à mettre en œuvre, comme réintroduire les enfants dans les écoles, lorsque les écoles existent, et puis s'assurer un certain nombre de niveaux de connaissances acquises. Esther Duflo a fait une expérience en Inde et au Kenya où on a, notamment au Kenya, un taux de scolarisation très faible. Alors on a construit des écoles. Et puis, on a regardé si les écoles avaient un impact sur la scolarisation. Parce qu'on remarque encore qu'il y a comme un coût d'opportunité. Les parents pourraient considérer qu'envoyer un enfant à l'école, c'est autant de temps qu'il ne va pas consacrer à la ferme. Donc, il fallait trouver des incitations pour que les enfants aillent à l'école. Donc, il ne suffit pas d'avoir une école, il faut avoir une motivation forte. Alors, on a mis en place des programmes d'éducation en mettant plus d'enseignants
Et là, la Banque mondiale a financé un programme très intéressant qui a permis de montrer que même si on fait cela, on fait face à un autre problème. Ce n'est pas l'absentéisme des élèves, c'est l'absentéisme des professeurs, des enseignants. Ils ne vont pas à l'école. Ils ne vont pas à l'école. Pourquoi? Pour principalement 2 raisons. Il y a une raison très culturelle, c'est qu'ils sont à l'école. Mais à l'école, ils discutent avec d'autres collègues, ils prennent un café, ils préparent des affiches, c'est très bien recensé, ils préparent des affiches politiques pour les campagnes électorales. Et ils n'enseignent pas. Ils n'enseignent pas toujours. Ouais. Il y a des taux qui varient entre 10 et 40%, des taux d'absentéisme des enseignants. Donc on essaye d'aller regarder si on met 2 enseignants par classe, est-ce que les choses vont s'améliorer? Ils vont discuter ensemble, ils vont faire 2 fois plus d'affiches. Alors quand on met 2 enseignants par classe, et ça a été notamment un programme financé par une ONG qui a financé le salaire de cet enseignant volontaire, on a des résultats assez exceptionnels. C'est-à-dire qu'on a une augmentation de la présence à la fois des étudiants et des enseignants, puisqu'il y a c'est comme un acteur extérieur qui vient participer à l'éducation. Donc l'enseignant statutaire se sent un peu plus dans l'obligation d'être présent en classe. Donc ça améliore plutôt que de mettre une école, il est mieux de cibler les moyens de cette école. Puis deuxième exemple très intéressant, là c'est au Kenya. Esther Duflo a fait une expérience dans laquelle on regarde si les connaissances acquises sont satisfaisantes. Parce que dans ces pays, souvent, les parents considèrent que l'école est l'institution qui délivre le savoir. Et les parents n'ont pas toujours les moyens de contrôle sur ce qui est dispensé dans ces écoles. Bien sûr. Et elle a fait cette expérience au Kenya où il a identifié des écoles dans lesquelles on observait des résultats catastrophiques. Les enfants savaient à peine lire. C'est la même chose dans une des provinces en Inde où on a des taux d'analphabétisation très, très forts, même quand des programmes de développement ont été mis en place. Donc je reviens sur le Kenya. On a vraiment des déficiences en lecture et en calcul. Alors on a joué sur deux axes. Premièrement, on a donné des moyens matériels, un pupitre pour chaque enfant, une école avec un toit. Et puis là, on a observé des petits changements. Les enfants apprenaient mieux à lire et à compter. Mais on observait que par rapport à un groupe témoin, qui étaient ceux qui n'avaient rien reçu, que les écarts étaient très faibles. Et alors là, il a fallu aller vraiment sur le terrain pour observer un phénomène qui n'avait pas été anticipé par Esther Duflo et son équipe. C'est que, par exemple, au Kenya, les manuels étaient de langue anglaise. Or, dans ce pays, l'anglais est souvent la 3e langue parlée. Donc finalement, les enseignants suivaient un programme dans des manuels de langue anglaise pour des enfants qui parlaient difficilement l'anglais. Et les parents eux-mêmes n'avaient pas le moyen de contrôle puisqu'ils maîtrisaient difficilement l'anglais. Ah oui, mais là, on est dans l'incompétence absolue. Je veux dire, est-ce qu'on a besoin de révolutionner la façon de poser un diagnostic pour devoir se rendre compte qu'il y a une inadéquation entre le matériel scolaire et la capacité... Bon, là, c'est une anecdote juste pour montrer qu'on peut jouer également sur le contenu des programmes. Et Esther Duflo racontait quelque chose de très intéressant. Lors de ses visites dans ces écoles, il y avait un décalage profond entre ce qui était attendu comme le programme à accomplir et puis des résultats plutôt catastrophiques. Et lorsqu'elle se présentait dans les classes pour observer le comportement des enfants, l'enseignant était là, présent, avec un tableau noir rempli d'équations, un cours parfait. Les enfants étaient bien présents, mais personne n'écoutait. Ils étaient là, sagement installés, ils regardaient par la fenêtre. C'était pas la réalité. C'était la réalité du jour où les enseignants étaient observés. Ah, d'accord. Ouais. Et donc, ces phénomènes-là, lorsqu'on alloue de l'aide, l'aide est allouée principalement au pays qui va redistribuer dans toutes les juridictions, mais il n'y a plus d'observateurs pour vérifier comment l'aide est utilisée. Donc, la recommandation d'Esther Duflo dans ce travail, elle consiste à, plutôt que de regarder l'impact de l'aide sur toute une population, il faut expérimenter des programmes ad hoc, et elle prend également l'exemple d'une prime salariale donnée à des enseignants pour qu'ils soient plus assidus. Est-ce que cela change profondément les choses? La réponse est oui, ça change S'ils sont payés au nombre de jours où ils sont présents, plutôt qu'au mois.
Alors, donc, intéressant. Donc, et je suppose, une autre recommandation, c'est d'envoyer sans prévenir des inspecteurs pour vérifier in situ exactement ce qui se passe. Je pense que sans prévenir, c'est impossible dans les pays du Sud. Ah oui? Très bien. Alors, Marcel Foucault, merci de cette lecture. Qu'est-ce que vous nous proposez comme plage musicale pour l'accompagner? En lisant ce livre, je pensais à cette musique très rafraîchissante de Mamadou et Myriam qui est Dimanche à Bamako et qui permet de se replonger dans l'Afrique. Merci beaucoup, Martial. Alors, je rappelle le nom du livre, Le développement humain, Esther Duflo. C'est au Seuil et on écoute, grâce à vous, Dimanche à Bamako. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est les jours de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est les jours de mariage. C'est les jours de mariage. Voilà, c'était notre émission pour cette semaine. Merci de l'avoir écoutée. Si vous voulez la revoir ou voir d'autres émissions précédentes, elles sont toutes disponibles en ligne sur le site du Cerium, cerium.ca. Vous y trouverez également les annonces de nos activités publiques pour les jours à venir. Vous y êtes tous conviés, de toute évidence, gratuitement. Je voudrais vous souligner également que vous trouverez sur le site les informations sur les écoles d'été du Cerium qui se tiendront du 28 juin au 10 juillet. Les inscriptions sont ouvertes. Les thèmes cette année, l'Afrique, pas si noir que ça, les opérations de paix, comment réaliser la paix, le capitalisme en crise, la Chine, comment elle change et nous change, comprendre l'islam, l'Inde, surprenante modernité, et gérer une crise internationale. Il s'agit de cours de 6 jours intensifs, du lundi au samedi. Ils sont ouverts aux membres de la société civile qui sont intéressés aux questions internationales et bien sûr aux étudiants qui souhaitent tenir un cours de maîtrise ou de fin de bac. Voyez les conditions à l'intérieur du site cerium.ca. En terminant, je remercie l'équipe technique de Planète Terre, Luc Laflamme, Ognan Gouerguev, et je vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine. Après 3 ans d'école d'été, c'est toujours aussi bien, c'est vraiment, l'atmosphère est sympathique. C'est une chance vraiment unique pour nous de pouvoir essayer de parsemer encore plus notre éducation. Peut-être c'est le thème qui a rendu l'ambiance décontractée, mais en tout cas propice à l'apprentissage. J'apprends énormément de choses sur mon propre travail. Je trouve que c'est enrichissant. Et les messages, les nuances qu'on essaie de faire passer sont vraiment très très bien intégrés par les étudiants. Au bout d'un moment, il se crée une espèce de communauté, ce qui fait qu'on a un certain nombre de questions qui, même si elles ne sont pas au programme, viennent traiter dans le cadre des discussions. Je me rends expert moi-même en faisant ça.